La 5e formation Europe. Aujourd'hui, nous allons parler des lobbies, les lobbies à Bruxelles, les lobbies au Parlement européen. Dans nos 32 départements, dans nos débats en France, on a vu qu'il y a beaucoup d'inquiétudes en France sur le pouvoir des lobbies à Bruxelles. Font-ils les lois? Est-ce que nos députés européens sont achetés par les lobbies? Est-ce que les pouvoirs des grandes entreprises sont au-dessus de nos États? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui en 10 minutes avant de répondre à vos questions. Alors, au départ, quand on dit lobby à Bruxelles, combien sont-ils? Il y en a environ 12 000. On le sait grâce au registre de transparence de l'Union européenne, que nous n'avons pas vraiment en France. Et nous avons dans ce registre-là 6 000 entreprises et syndicats, ainsi que 3 000 organisations non gouvernementales, par exemple mon ancien employeur Crisis Action, qui est une ONG anglaise travaillant dans la protection des civils dans les zones de conflit. Nous avons aussi 50 institutions religieuses, par exemple les églises protestantes, qui travaillent dans le développement, par exemple. Nous avons aussi 600 organisations qui représentent les collectivités locales et territoriales, par exemple la ville de Paris, la région Île-de-France. Nous avons aussi 1000 centres de recherche, centres de réflexion, les think tanks, qui vont, comme par exemple le centre Jacques Delors ou Europe Terra Nova ou Confrontation Europe ou Robert Schuman ou tous ces centres de réflexion-là vont aussi contribuer au travail de nos institutions européennes. Alors, comment est-ce qu'on peut les retrouver? Eh bien, on peut les retrouver depuis bien plus longtemps que l'établissement d'un tel registre en France et de manière beaucoup plus détaillée qu'en France. Lorsque vous allez sur le registre de la transparence européen, alors le site lui-même, je vous l'enverrai dans les liens. Le site lui-même, donc vous tapez sur Google par exemple, registre de transparence de l'Union européenne, vous avez non seulement les 12 000 organisations, mais c'est mis à jour chaque semaine avec un contrôle de ces organisations-là. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un lobbyiste, par exemple, vous représentez la région Île-de-France, eh bien, vous avez l'obligation de vous accréditer auprès du Parlement européen avant d'arriver au Parlement européen pour rencontrer les députés européens. Vous avez donc un badge sur lequel est marqué lobby avec votre nom, le nom exact de votre organisation. Vous devez être accrédité et ça veut dire quoi? Ça veut dire une quantité d'informations que nous n'avons pas du tout au niveau français, qui sont par exemple combien d'argent est-ce que vous dépensez par an pour le lobbying? Combien de personnes est-ce que vous employez pour le lobbying? Quel est votre domaine de lobbying? Est-ce que vous travaillez par exemple sur les graines, sur l'agriculture, sur la santé publique, etc. Et est-ce que vous avez rencontré des commissaires, par exemple? Combien de fois? Quel a été le sujet que vous avez ouvert avec ces décideurs politiques? Tout cela, on peut le voir avec le registre de transparence. Si vous recherchez, par exemple, par tout hasard, je vais citer Monsanto. Eh bien, vous tapez Monsanto et vous allez retrouver que Monsanto, par an, a dépensé, par exemple, 1,5 million d'euros dans ses activités de lobbying à Bruxelles, a 2 employés temps plein au moins, et a rencontré 4 fois dans l'année un commissaire européen en charge de proposer des lois européennes qui touchent à la santé publique ou qui touchent à l'agriculture, et qu'ils ont discuté des sujets suivants, le glyphosate et les OGM. Et donc, grâce à cela, la société civile, qui est elle aussi une partie de ces lobbies, et qui représente aussi des centaines et même des milliers de lobbyistes, va savoir aussi quel est l'état des lieux de l'influence de ces grandes entreprises. Et grâce à cette transparence-là, je peux donc affirmer que la transparence à Bruxelles est bien plus avancée que la transparence à Paris. En effet, ce n'est que depuis la loi sur la transparence de la vie publique que nous avons un registre français qui ne s'applique pas aux services financiers et qui, lorsqu'il s'applique aux autres services, ne leur demande pas de déclarer combien d'argent est-ce qu'ils dépensent, combien de personnes est-ce qu'ils emploient à cette activité-là. Tout cela est tout à fait optionnel, non contrôlé. Donc on a beaucoup à apprendre du niveau européen, mais bien entendu, ce n'est pas satisfaisant. On doit avoir encore plus de transparence
Et c'est pour ça que les institutions européennes demandent, le Parlement européen et la Commission européenne le demandent, après les 28, les gouvernements traînent des pieds, demandent plus de transparence. Et justement, le 27 janvier, au Parlement européen, nous avons une grande victoire, gagnée à 5 voix près, d'où l'importance d'aller voter le 26 mai encore une fois. À 5 voix près, malgré l'opposition du Front National par exemple, et d'une partie probable des Républicains, nous avons réussi à renforcer le registre de transparence du Parlement européen en obligeant les présidents des commissions du Parlement européen, par exemple la commission de l'environnement, à, lorsqu'ils rencontrent des lobbyistes, déclarer leur rencontre. De même, en obligeant le président du Parlement européen, mais aussi les rapporteurs et les rapporteurs fictifs qui sont en charge de préparer les lois, de déclarer eux aussi leur rencontre avec les lobbyistes. Si vous êtes un lobbyiste et que vous n'êtes pas déclaré, accrédité avec les détails que je vous ai partagés, vous ne pouvez pas rencontrer ces décideurs légalement. Et il y a aussi la Commission européenne qui veille à cela, le Collège des questeurs au Parlement européen qui veille à cela, l'Office de lutte antifraude européen qui veille à cela, etc. Et donc, on a fait un pas en avant encore plus loin par rapport au niveau national français, mais aussi italien, mais aussi grec, etc. En fait, on apprend beaucoup de la part de nos voisins nordiques qui sont beaucoup plus exigeants en matière de transparence et dont la tolérance à la corruption est infiniment plus faible qu'en France. Concrètement, qu'est-ce que vont faire ces lobbyistes? On a vu qui ils sont nombreux, ils sont 12 000, mais ils sont aussi des milliers à Paris. Sauf que là, on voit qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font concrètement. Alors, on va prendre quelques exemples pour voir s'ils décident ou pas de faire les lois européennes. Tout récemment, à Strasbourg, le Parlement européen s'est réuni, nos députés ont voté en majorité pour adopter l'accord entre Singapour et l'Union européenne. Singapour, c'est notre 14e partenaire commercial, notre premier partenaire commercial de l'Asie du Sud-Est, de l'ASEAN. Et c'est une grande victoire pour la Marne, pour l'Aisne en France, ou pour la Garonne, pour les vins de Bordeaux, puisque nous avons réussi à appliquer notre appellation d'origine contrôlée, vin de Bordeaux ou Champagne, et à la faire respecter à Singapour. Et donc si les Américains, par exemple, veulent vendre leur champagne à Singapour, maintenant, ce n'est plus possible sous l'appellation qui est protégée de Champagne, par exemple. Et du coup, le lobby de notre vignoble champenois, qui est présent, qui travaille à travers Moët et Hennessy, à travers le groupe Pernod Ricard à Bruxelles, a dit, voilà, nous avons un protectionnisme anti-européen, anti-français à Singapour. Nous voulons que l'Union européenne nous protège, nos producteurs, pour qu'il y ait davantage de richesse, de création d'emplois en France, et donc protéger, par exemple, notre champagne. Et donc, grâce à ces rencontres avec l'industrie du champagne, on a pu comprendre ce sujet-là et donc s'assurer que l'Union européenne défende les intérêts de notre industrie. Mais en même temps, nous avons aussi parfois des problèmes avec l'industrie, par exemple, de l'alcool, qui s'est opposée à ce qu'on augmente le prix de l'alcool en Écosse, qui souhaitait combattre l'alcoolisme, qui est une plaie très très importante en Écosse. Du coup, la Scottish Whisky Association a traîné en justice le gouvernement écossais et malgré son pouvoir de lobbying, eh bien, il a perdu et la Cour de justice de l'Union européenne, peu importe ce que lui dit le lobby de l'alcool, a décidé que la santé publique était plus importante que la liberté de commercer. Et donc, non, les lobbies ne font pas la loi. Un autre exemple dont on a parlé récemment, Netflix. Alors, on aime bien regarder des films, etc., mais il se trouve que un lobby, parmi d'autres, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais aussi notre ministère de la Culture et des autres ministères de la Culture européens se sont dit « Mais enfin, il n'y a que 1% des investissements de Netflix qui aident l'industrie cinématographique européenne. Tout le reste vient d'Hollywood. Et donc, nous sommes en train de perdre notre culture, nos cultures européennes. Et donc, on veut que Netflix investisse au moins 40% de ses contenus dans des films fabriqués dans l'Union européenne pour soutenir nos films européens. Et 10 minutes. Et donc, malgré le lobbying de Netflix, qui est présent à Bruxelles, qui a son accréditation, que vous pouvez retrouver dans le registre,
Eh bien, le Parlement européen a adopté un quota obligatoire de 30%. C'était presque exactement ce que demandait le CSA français, par exemple. Un autre exemple qui va peut-être vous rappeler aussi ce que nous avons dit à Boulogne-sur-Mer récemment, sur notre débat sur le Brexit, nous avons parlé de l'interdiction de la pêche électrique. La pêche électrique, de même, vous avez un lobby qui représente les grands chalutiers qui ont des électrodes et qui déciment les fonds marins et qui sont principalement néerlandais. Mais vous avez aussi des représentations des pêcheurs français, britanniques, belges qui en ont clairement pâti et qui sont aussi représentés par la région Hauts-de-France, par d'autres, par exemple par la direction des affaires maritimes françaises. Et ils ont gagné la bataille, le Parlement européen a interdit la pêche électrique qui sera donc bientôt pleinement appliquée pour l'ensemble et aussi donc pour les chalutiers néerlandais, malgré le soutien de leur industrie. Un autre aussi, alors je sais que ce n'est pas exactement un phoque, mais enfin ça me fait penser à un phoque. Nous avons interdit la chasse aux bébés phoques, par exemple, qui étaient utilisés à des fins cosmétiques. Le lobby du marché en fait qui produit ces cosmétiques, dont aussi des grands industriels français, a essayé de dire aux autres personnes, aux consommateurs européens, que c'était pas grave, que c'était important, qu'on devait avoir des baleines, des phoques, qu'on devait les chasser pour nos produits cosmétiques. Ils ont perdu la bataille. Un autre exemple, les produits chimiques. On en parle beaucoup avec le glyphosate. Eh bien, on a eu une directive très importante, la directive REACH, qui nous a permis d'interdire 1000 produits chimiques environ. L'ensemble des lobbies des produits chimiques, des grands lobbies français, mais surtout allemands, néerlandais, ont essayé de réduire la régulation pour continuer à produire ces 1000 produits chimiques. Mais ils ont perdu. Ils ont perdu puisque nous avons aussi UFC Que Choisir. Nous avons aussi des représentants lobbyistes des droits des consommateurs et nos États. Et donc, la partie s'est terminée pour tous ces producteurs de produits chimiques qui ont dû réguler leur pollution. Un autre exemple, Le Monde a fait tout un lobbying avec d'autres journaux européens pour protéger les journaux, la presse de qualité par rapport aux fake news. Et donc d'un côté, vous aviez les GAFA qui ne voulaient pas avoir à imposer des filtres pour savoir si nous avons partagé ou pas un article du Monde pour ensuite le rétribuer au journaliste qui a fait son travail. Et d'autre part, nous avions nos journaux. Eh bien, nos journaux ont gagné la bataille à quelques voix près en septembre dernier. Et donc, la directive que l'on appelle des droits voisins est passée. Et donc, nous pourrons maintenant, enfin, rééquilibrer la balance entre les GAFAM, très puissants certes, mais pas surpuissants, par rapport, et pas tout puissants, par rapport à notre presse qui est fragilisée par les nouvelles technologies. Encore un exemple, les bananes. Pour vous montrer les nuances de notre industrie, pendant très longtemps, il y a eu une guerre des bananes entre les bananes qui venaient d'Afrique de l'Ouest et des dom-toms françaises et les bananes qui venaient d'Amérique latine, du Nicaragua, etc., qui sont plus petites. Les consommateurs allemands voulaient des petites bananes. Les Français voulaient défendre les bananes des pays avec lesquels ils avaient des accords commerciaux préférentiels, et aussi bien sûr des dom-toms, de la Guadeloupe, la Martinique. Et donc, l'Union européenne défendait les intérêts français contre les États-Unis qui, eux, défendaient les intérêts de l'Amérique latine. Eh bien, là, vous avez deux différentes représentations, deux différents lobbies, et le décideur européen a décidé pendant très longtemps, maintenant il y a un accord parce que ça s'est un peu calmé, de soutenir les bananes plus grandes, françaises, par rapport aux petites bananes que les Allemands certes préféraient d'Amérique latine. Donc voilà, oui, la guerre des bananes aussi, ça a existé. Voilà, on pourrait parler des pommes du Limousin, on pourrait parler de plein d'autres choses, mais je vais m'arrêter là pour vous laisser aussi un peu de temps pour les questions. Alors, je vais voir quelles sont vos questions. 15. Alors, pourquoi l'Europe doit-elle traiter avec ses lobbies? De Amélie, pardon. Alors, l'Union européenne, comme on l'a vu, pour traiter avec Singapour,
eh bien, le vignoble champenois lui a dit « Eh, on aimerait bien que notre champagne soit reconnu à Singapour. Et ça va nous faire vendre davantage de champagne. Et donc, nous pourrons avoir plus de recettes et donc augmenter les salaires des personnes qui dépendent de l'industrie du champagne, dans la Marne, dans l'Aisne par exemple. » Et donc, nous sommes obligés, en tant que décideurs français, européens, de rencontrer cette industrie-là pour voir quelles en seraient les conséquences. Est-ce que ça représente beaucoup d'emplois ou pas? Est-ce qu'on devrait vraiment les favoriser par rapport à d'autres accords? Donc, il est nécessaire de rencontrer tout le monde, mais cela ne veut pas dire que l'on va perdre notre indépendance. Après, bien sûr, certains partis politiques sont beaucoup plus proches de l'opacité. Par exemple, l'extrême droite a voté contre le registre de transparence des lobbies européens que d'autres. Alors, Anouar, à quelle fréquence un député européen rencontre-t-il des lobbyistes? Alors, moi, j'ai travaillé pendant 6 ans pour des députés européens, français, allemands, britanniques, du groupe des Verts et aussi de centre-gauche écossais. Et je peux vous dire que c'est très fréquent. Ça demande, en fait, tout simplement de travailler. À partir du moment où vous travaillez, vous allez devoir rencontrer ces gens-là. Donc, si vous voulez, par exemple, travailler sur l'accès à la culture, vous allez tout de suite avoir des demandes de rendez-vous avec les représentants des grandes entreprises de droits d'auteur comme à son temps Vivendi par exemple en France, Universal Studios, Warner Bros, mais aussi les représentants des petits artistes, les représentants aussi des petits consommateurs par rapport aux gros consommateurs, donc aussi les régions qui bénéficient beaucoup plus de la culture que d'autres. Par exemple, la ville d'Avignon, la ville de Paris, la ville d'Édimbourg vont être très très actifs pour avoir une politique culturelle européenne active, alors que d'autres villes vont être moins intéressées par ça. Et donc, on va rencontrer l'ensemble de ces parties prenantes, qui vont être d'ailleurs représentées au Conseil économique et social, les syndicats, les employés, les employeurs, et aussi par les collectivités locales et territoriales. Paris, par exemple, va faire beaucoup de lobbying pour soutenir un plus grand programme européen de recherche, puisque l'Île-de-France est extrêmement active dans la recherche scientifique. Donc c'est très très fréquent et ça dépend si votre député européen travaille, forcément il aura beaucoup de réunions pour arriver à quelque chose qui marche. Si par exemple vous interdisez le glyphosate du jour au lendemain, mais que l'ensemble ou du moins la grande majorité des agriculteurs sont contre et ont déjà un gros problème de pauvreté rurale, de salaire très limité et que vous ne leur donnez aucune alternative et qu'ils devront tout simplement payer beaucoup plus cher d'autres pesticides pour des résultats comparables, eh bien ça pose problème dans la ruralité. Donc vous devez les écouter, travailler avec eux jusqu'à ce que vous trouviez, avec des représentants des milieux de la recherche par exemple, une alternative qui marche. Et donc il faut trouver un consensus entre les préoccupations des consommateurs, qui sont des préoccupations nouvelles et exigeantes, et aussi les préoccupations de nos agriculteurs, qui ont aussi d'autres problèmes. Et donc il faut savoir concilier cela, et la meilleure manière, c'est d'écouter tout le monde. C'est un vrai travail d'écoute que font nos députés européens pour ceux et celles qui travaillent. Adèle, en tant que citoyen européen, comment peut-on nous aussi influencer les votes au Parlement européen, outre nos votes le 26 mai? Ben justement, c'est en mobilisant les citoyens. Par exemple, lorsque nous avons interdit la pêche électrique, eh bien c'est parce que la société civile s'est mobilisée, que Havas a fait une pétition, mais aussi que les pêcheurs à Boulogne-sur-Mer ont fait des manifestations, se sont rendus à Bruxelles, ont été représentés par leur région, les Hauts-de-France, pour dire qu'il est inacceptable de laisser les électrodes être utilisées pour électrocuter tant de poissons, etc. Et donc c'est en vous mobilisant après le 26 mai, pas que le jour du 26 mai, que vous pouvez aussi changer ça. On a plein d'exemples. L'un des exemples, c'est le glyphosate, qui était bien connu avant aussi, mais maintenant, les gens sont beaucoup plus exigeants là-dessus et donc nous sommes obligés de changer cela. Et du coup, il y a une décision que nous avons adoptée démocratiquement entre les 28 gouvernements pour ne pas reconduire la licence du glyphosate à 15 ans, mais la reconduire à 5 ans. Entre-temps, il faut trouver une alternative. On va essayer de trouver cette alternative-là. Mais on voit bien qu'il y a d'autres manières de mobiliser nos décideurs européens. Il y a aussi les pétitions, le droit d'initiative, le droit d'information. Et sachez que les institutions européennes vous répondent sous 2 semaines, ce qui est beaucoup plus rapide que le délai de l'administration nationale française. Amina demande, es-tu satisfait des lois encadrant les lobbies à Bruxelles? Moi, je ne suis pas satisfait de ça.
Amina, puisqu'on a vu, c'est seulement le 27 janvier dernier que le Parlement européen a eu, à 5 voix près, un changement de son règlement intérieur pour imposer de déclarer les réunions que les députés européens, qui sont présidents de commission, rapporteurs fictifs, ont avec les lobbyistes. Mais c'est bien meilleur que le niveau français. Et donc, il faut continuer comme ça, il faut continuer d'être des modèles. Bien entendu, ce n'est pas en invitant 250 eurosceptiques peut-être le 26 mai au Parlement européen que nous allons progresser là-dedans, puisque je vous rappelle que l'extrême droite est contre la transparence. Vous pouvez tout simplement faire une recherche sur Internet pour voir tous les problèmes d'opacité qui sont liés à leur financement, par exemple. Et j'ai aussi une question de Bastien. Les collectivités locales sont-elles soumises aux mêmes règles que les autres lobbies ou passent-elles par le comité des régions? Oui, Bastien, l'ensemble des représentants sont soumis aux règles de transparence. Bien entendu, il va de soi que la région Île-de-France ne va pas être soumise à la même pression, puisque c'est une entité qui est publique, par rapport à une entité qui est privée. La société civile va faire beaucoup plus attention à ce que fait une entreprise privée par rapport à ce que fait une collectivité locale, publique, de manière générale. Mais les autorités publiques sont elles aussi corruptibles. Et donc il faut faire attention au travail de tous nos décideurs, aussi dans nos conseillers régionaux, aussi au sein de nos conseils régionaux par exemple. Mais c'est vrai qu'ils ont le même badge. Après, ils ne doivent pas, j'imagine, déclarer avec autant de détails que les entreprises privées leurs activités. Et encore, il faut bien plus déclarer puisque nous ne savons pas ce que font les lobbies avec nos gouvernements, les 28 gouvernements. Et donc, la Commission européenne et le Parlement européen demandent davantage de transparence, mais les 28 États traînent des pieds pour ça. Et je vais prendre une dernière question de Monique. L'économie sociale et solidaire mobilise-t-elle des lobbies? Alors oui, Monique, on a environ 3000 lobbies qui sont des ONG. Et donc vous allez avoir par exemple Oxfam, vous allez avoir Crisis Action, beaucoup d'autres ONG qui vont travailler pour soutenir par exemple les circuits courts, les produits locaux, la traçabilité des produits, la rémunération plus digne de nos agriculteurs. Et ils sont aussi représentés. Mais bien entendu, ils ont moins d'argent que les grandes entreprises privées. D'où l'importance de tous les mettre sur un niveau d'égalité en obligeant les très grandes entreprises à se déclarer et donc en renforçant le pouvoir de l'opinion publique pour voir ce qu'il se passe. On est loin d'arriver à une situation qui est parfaite. Elle est déjà à des années-lumière de la situation de beaucoup de nos États, dont celui de la France. Mais on les voit qui sont actifs, par exemple, dans le changement de la politique agricole commune, où nous avons vu de plus en plus de subventions qui sont allées vers des plus petites exploitations, des exploitations qui respectent l'environnement, des exploitations qui valorisent le développement agricole durable. Et ça, c'est l'effet justement d'une pression de la part de cette partie de la société civile. Alors, est-ce qu'on est arrivé à 20 minutes? Oui? D'accord. Ben, on va arrêter là. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos autres questions dans les commentaires. J'y répondrai. Et je vous dis à dimanche qui vient pour une 6e formation Europe. Passez une super semaine. Merci beaucoup.